Bon, aujourd'hui, on se replonge dans notre exploration de la méthode de l'essentiel et on va s'attaquer à un mythe qui a vraiment la vie dure. Ouais, le fameux mythe de l'hyperproductivité. Exactement. Cette idée très ancrée que les gens ou les entreprises qui accomplissent le plus, c'est juste des machines qui font plus de choses plus vite que tout le monde. C'est ça, on est souvent fasciné par ce qui brille et par l'agitation visible en fait. Voilà, on regarde une réussite éclatante et on se dit waouh, leur gestion du temps doit être surhumaine. Mais en épluchant la suite de notre analyse d'aujourd'hui, on découvre une réalité qui est totalement contre-intuitive. Complètement. Parce que l'hyperproductivité, en fin de compte, c'est pas du tout une question de volume. Non, c'est pas du tout ça. C'est plutôt une question d'architecture invisible. Le cœur de ce qu'on va décortiquer aujourd'hui tourne autour d'un concept qui, honnêtement, sonne un peu comme de la philosophie de comptoir au premier abord. Ah bah oui, avoir un but dans la vie, C'est ça. Mais en fait, c'est présenté comme l'outil de productivité le plus brutalement efficace qui existe. et c'est là tout le paradoxe quoi. On aborde presque toujours cette notion de but sous un angle spirituel ou hyper poétique, mais les données qu'on analyse ici traitent ça comme une infrastructure mécanique pure et dure. Ouais, c'est très pragmatique. Très. C'est une formule causale stricte, en fait. Le but définit la priorité, et cette priorité dicte ensuite la productivité. Pour bien visualiser ça, les textes utilisent l'image de l'iceberg. Ah oui, l'iceberg, j'aime bien cette métaphore. Elle marche super bien. La productivité, donc les tâches cochées, les emails envoyés, ou même les bénéfices financiers d'une boîte, c'est juste le petit neuvième visible au-dessus de l'eau. La pointe, quoi. Voilà. On mesure cette pointe, on l'applaudit, on fait des unes de magazines dessus, mais ce qui maintient cette pointe hors de l'eau, ce qui fait qu'elle flotte même pendant les tempêtes, c'est les 8 neuvièmes qui sont enfouis sous la surface. Et cette masse énorme, invisible, c'est le but et la priorité. Bon, décortiquons un peu ça parce que c'est fondamental de bien saisir la mécanique. L'image de l'iceberg, c'est bien, mais pour vulgariser encore plus, on pourrait comparer ça au développement d'une application mobile, par exemple. Ouais, vas-y. Quiconque télécharge une application vraiment révolutionnaire va être bluffé par l'interface. Le design est épuré, quand on clique, ça répond au quart de tour, l'animation est hyper fluide. C'est très satisfaisant. C'est ça, visible. Ça, c'est la productivité visible. C'est le front-end. Mais en réalité, cette interface, elle s'effondrerait à la seconde, elle gèlerait complètement s'il n'y avait pas des dizaines de milliers de lignes de code super complexes qui tournent derrière. Dans le fameux back-end. Exactement, dans le back-end, sur des serveurs qu'on ne voit jamais. Et c'est ce code qui gère la sécurité, qui fait les calculs, qui route les données. Et le but d'un individu, c'est ce code back-end. Mais c'est une analogie parfaite. Parce que ce code explique comment on gère la friction. Si on se demande pourquoi certains s'élèvent durablement pendant que d'autres s'épuisent, la réponse, elle est dans la charge cognitive. C'est-à-dire. Ouais. Sans ce back-end solide, donc sans un but clair, chaque nouvelle situation, chaque email qui tombe, chaque opportunité, ça demande une décision complète. Le cerveau doit constamment évaluer, est-ce que je fais ça? Oui ou non? Est-ce que c'est important? Oui ou non? Ah oui, la fameuse fatigue décisionnelle. Exactement. C'est épuisant. À l'inverse, quand le but est bien encodé dans le système, la priorité est déjà précalculée. On ne se demande plus quoi faire, on applique juste la règle dictée par le but. Donc la productivité, c'est plus un effort d'organisation au quotidien, c'est juste l'exécution naturelle du code de base. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour prouver à quel point ce code dicte tout, les auteurs font un pas de côté assez génial. On sort complètement du monde de la tech ou des affaires pour analyser un personnage de fiction que tout le monde connaît. Oui. Ebenezer Scrooge, Analyse sous un angle purement mécanique, et je trouve ça brillant. c'est un cas d'école prodigieux en fait. D'habitude, on lit ça comme une leçon de morale sur la charité. Mais avec notre grille de lecture, le parcours de Scrooge, c'est une démonstration clinique d'efficacité. Prenons le Scrooge du début de l'histoire. C'est quoi son code back-end? C'est quoi son but? C'est l'avarice absolue. Accumuler et surtout ne rien dépenser. C'est ça. Et à partir de là, tout s'enclenche automatiquement. Sa priorité, c'est la rétention extrême de chaque ressource. Et sa productivité, elle est phénoménale. Mais dirigé vers l'avarice. Exactement. Il est redoutablement efficace pour refuser de chauffer son bureau. Il est d'une précision chirurgicale pour exploiter Bob Cratchit, son employé. Il optimise chaque micro-interaction pour repousser les gens qui demandent l'aumône. Il perd pas une seule seconde. Ses actions quotidiennes sont l'expression parfaite de son but. Mais là où ça devient fascinant, c'est son évolution.
Le lendemain matin, après la visite des fantômes, Scrooge ne devient pas magiquement plus intelligent ou doté d'une meilleure méthode de travail. Non, la machine reste la même. C'est juste son but qui subit une mise à jour radicale. Son nouveau but, ça devient d'aider les autres. Et instantanément, la priorité bascule. Et sa productivité s'emballe dans l'autre sens. Avec le même niveau d'efficacité. Bah oui, il ne devient pas subitement un contemplatif qui reste dans son fauteuil à avoir de bonnes pensées. Il applique son ancienne efficacité redoutable à son nouveau but. Il monte une opération logistique de dingue pour faire livrer la plus grosse dinde de la ville de façon anonyme. Il court partout pour faire des dons massifs. C'est ça, il répare toutes ses relations familiales en un temps record. La mécanique est intacte, c'est juste le volant qui a tourné. La leçon là-dedans, c'est que ce qu'on accomplit, c'est juste la matérialisation de nos intentions les plus profondes. Le Scrooge avare et le Scrooge bienfaiteur ont exactement le même moteur de Formule 1 et ils ont juste pas rentré la même destination dans le GPS. Et d'ailleurs, le fait que ce nouveau Scrooge trouve une joie indescriptible dans cette nouvelle vie, ça nous amène à un autre point clé de l'analyse. Ah oui, la mécanique du bonheur. Voilà, on entend tout le temps que le but ultime dans la vie, c'est d'être heureux. C'est la grande quête universelle. Sauf que l'analyse démonte complètement ce mythe. L'incompréhension vient du fait qu'on imagine le bonheur comme un lieu physique ou une ligne d'arrivée, genre un produit qu'on achète avec suffisamment de travail. Le fameux « quand j'aurai cette promotion, je serai heureux ». Ou quand j'aurai cette maison ou ce salaire. C'est une erreur fondamentale de séparer l'action de son sens. L'argent ou la réussite sans ce fameux code back-end, ça donne une jolie interface, mais complètement vide. Ça sonne creux. Totalement creux. Les recherches insistent là-dessus. Le bonheur n'est jamais une destination, c'est un sous-produit. Comme le dit le texte, ça apparaît sur le chemin de l'accomplissement. C'est le fait d'avancer vers un but qui a du sens qui génère la joie, pas de franchir la ligne. C'est le cheminement. Parce que la vie a inévitablement de l'adversité, des coups durs. Sans but, la moindre galère est juste une souffrance absurde. Mais avec un but, l'adversité devient juste une donnée à traiter sur le chemin. Un ciment psychologique, en fait. C'est ça qui empêche de s'effondrer sous la pression. Parce que le pourquoi justifie toujours le comment. Ouais. Bon, je suis fascinée par l'idée, mais je dois avouer que je bloque sur un point. En théorie, c'est magnifique. Mais en pratique, il y a une vraie friction. Ah, tu veux dire sur le fait de trouver son but? Mais oui, la notion même de devoir se trouver un grand but avec un G majuscule, une mission de vie, c'est hyper angoissant. C'est le meilleur moyen de paralyser quelqu'un. Je suis convaincu que c'est le principal frein, oui. On s'imagine qu'on doit découvrir une espèce de destinée cosmique, un truc inaltérable. Et la conséquence de ça, c'est la peur de se tromper. Et si je choisis la mauvaise voie? Et si je perds 10 ans pour me rendre compte que ma boussole était mal réglée depuis le début? Cette angoisse-là, elle est très bien documentée. Et c'est justement pour ça que l'analyse s'attache à désacraliser ce concept de but. C'est pas un contrat signé avec l'univers, hein. C'est pas une révélation mystique qu'on attend sous un arbre. C'est quoi alors? C'est un outil cognitif, un simple moteur directionnel. Le pragmatisme de la méthode, c'est de dire, à défaut d'avoir une certitude absolue sur ta raison d'être parfaite, choisis une direction, n'importe laquelle, du moment qu'elle résonne à un minimum et qu'elle fait sens dans l'immédiat. Donc en gros, assumer d'avoir une boussole peut-être légèrement déréglée, c'est toujours mieux que de rester assis par terre en attendant un signal parfait. Infiniment supérieur. L'errance, c'est le pire état pour notre cerveau. Si t'as pas de repère, tu dois réinventer une raison d'agir chaque matin. C'est épuisant. S'engager dans une direction, même si elle change dans 5 ans, ça met la machine en mouvement. L'action génère de l'information. Voilà. Et cette information permet d'affiner le but. L'essentiel, c'est juste de ne pas se retrouver à 9 h du mat, à laisser le premier email entrant, dicter ce qui est important. D'accord, la pression redescend un peu, on choisit une direction, mais il reste quand même un fossé énorme. Comment on connecte une grande vision à, disons, 10 ans, avec la réalité complètement chaotique d'un mardi matin pluvieux? C'est là qu'intervient l'exercice de la détermination d'un but immédiat. C'est l'entonnoir, c'est ça. On passe de l'objectif de vie à celui de 5 ans, puis 1 an, 1 mois, 1 semaine, jusqu'à la tâche immédiate. Mais soyons honnêtes, dans un monde qui change tous les 6 mois, où l'IA bouleverse tout, est-ce que cette micro-planification, c'est pas un peu obsolète? Ça le serait si on voyait ça comme un calendrier rigide gravé dans le marbre. Mais la science cognitive derrière ça raconte autre chose. C'est pas un business plan, c'est un remède contre un bug de notre cerveau qu'on appelle la dépréciation temporelle. La dépréciation temporelle, c'est l'idée que plus une récompense est loin dans le futur, moins notre cerveau y accorde d'importance sur le moment. C'est ça, elle. C'est exactement ça. Biologiquement, notre cortex préfrontal est incapable de donner autant de poids à une récompense dans 10 ans qu'un plaisir immédiat.
Le fossé entre la vision de ma vie et ce que je tape sur mon clavier ce matin est beaucoup trop grand. Le cerveau fait pas le lien. Non. Sans étape intermédiaire, il refuse de faire l'effort. Décomposer l'objectif en paliers successifs, c'est pas faire de la voyance, c'est construire un pont neurologique. On traduit une abstraction en une action concrète qui déclenche la motivation, là, tout de suite. Pour illustrer cette mécanique de pont neurologique, j'aime beaucoup l'analogie du GPS spatial. On imagine un vaisseau. L'objectif ultime, c'est une galaxie très lointaine. Le système encode cette destination. Mais si le tableau de bord affichait les millions de calculs orbitaux et de manœuvres pour les 10 prochaines années, le pilote serait complètement paralysé. Asphyxie informationnelle, ouais. C'est ça. Donc le système est conçu pour cacher cette complexité. Il affiche une seule et unique instruction, la toute prochaine poussée des moteurs à faire dans les 5 minutes. Le grand cap justifie l'action, mais l'attention, elle, est à 100% sur le prochain kilomètre. C'est l'effet domino en plein. Un grand objectif s'atteint pas par magie. Il s'atteint parce que l'action que tu fais maintenant, c'est le petit domino qui va faire tomber celui de la semaine, puis du mois. Si la chaîne est brisée, tout s'arrête. C'est pour ça que l'hyperproductivité, c'est pas de faire 50 trucs. C'est de faire l'unique chose qui maintient cette chaîne intacte. Alors, pour synthétiser tout ça, qu'est-ce que ça implique concrètement? Pour quiconque nous écoute en ce moment et qui a sûrement une to-do list longue comme le bras, quel est le petit recadrage mental à opérer dès demain matin? L'application directe, c'est au moment précis où on sent qu'on est submergé. Face à cette montagne de tâches, la réaction panique du cerveau, c'est de se dire « Comment je vais faire tout ça aujourd'hui? Par où je commence ?» C'est la question qui regarde la partie émergée de l'iceberg. Exactement. Le recadrage, c'est d'ignorer tout ce bruit, d'appliquer le GPS spatial et de se poser une seule question valide. Quelle est la seule chose que je peux faire, là, immédiatement, pour me rapprocher de mon but à long terme? Tout le reste, c'est du bruit. Trouver cette unique action et la faire, c'est reprendre le contrôle. Se concentrer uniquement sur le prochain virage, parce qu'on sait que le grand cap est sécurisé dans le code back-end. Ça change vraiment la perspective. Et ça soulève d'ailleurs une dernière question un peu plus troublante, je trouve, pour clôturer cet échange. Ah, vas-y. Si on comprend que l'alignement derrière un but profond, c'est l'arme de productivité ultime, et que ça demande de fermer les yeux sur le bruit ambiant, on peut se poser des questions sur la société d'aujourd'hui. L'économie de l'attention nous bombarde de notifications, de vidéos de 15 secondes, d'urgences qui n'en sont pas. Oh que oui. Et si notre sentiment chronique d'être noyé sous des petites tâches insignifiantes n'était pas juste un défaut d'organisation? Si toute cette architecture de la distraction permanente était en fait le moyen le plus redoutable pour nous empêcher de nous forger ce fameux but à long terme, un but qui, s'il était assumé, ferait de nous des gens totalement inarrêtables. Ah, c'est une excellente réflexion. On va laisser tout le monde méditer là-dessus. La profondeur de l'iceberg n'a pas fini de nous livrer ses secrets. Gardons le cap.